Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. C'est une décision saluée par Kinshasa. Les sanctions des USA se sont abattues sur la mer rwandaise et 4 de ses hauts gradés pour leur implication dans la guerre dans l'Est de la RDC. Le gouvernement de la République salue donc cette décision du département du Trésor américain. Ces mesures constituent, selon la RDC, un signal fort en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Détail, Sarah Mangonda. Dans ses communiqués, le gouvernement congolais indique que ces mesures constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de la justice, ainsi que de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre des accords de Washington. Elle confirme la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain. Les gouvernements rappellent que la stabilisation durable de l'Est du pays et de la région de Grand Lac passe par les cessations de tout appui aux groupes armés, les respects stricts de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que l'observation des principes du droit international. La RDC exprime sa profonde reconnaissance aux USA pour leur implication constante, leur détermination et leur leadership dans les efforts visant à restaurer la paix en RDC et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Elle les encourage à poursuivre avec la constance et l'essence des responsabilités qui caractérisent leur engagement, les efforts entrepris en faveur du respect des engagements pris et de l'avènement d'une paix durable et définitive dans la région. Les gouvernements dits demeuraient pleinement engagés aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à œuvrer pour le rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les questions consacrées au développement et à la consolidation des relations bilatérales entre Kinshasa et Washington ont été vidées de leur substance le mardi 3 mars 2026 au cours d'un échange approfondi entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jacques-Men Chabani et le chargé d'affaires AI de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, John Makari. Au cœur des discussions, les sujets d'intérêt commun en matière de coopération policière et sécuritaire, notamment les renforcements des capacités opérationnelles ainsi que la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose de suivre dans cet extrait le chargé d'affaires des USA en RDC. Je suis venu aujourd'hui pour continuer notre coopération avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu un entretien très fructueux avec monsieur le vice-premier ministre. Nous avons discuté notre coopération policière et dans les matières sécuritaires. Nous sommes en train de bâtir un partenariat stratégique extraordinaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'intérêts partagés dans les mois à venir. Nous allons accomplir beaucoup ensemble, je suis convaincu. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC, représentant permanent auprès de la SADC, Patrick Mutombo Kambila, a récemment effectué une visite d'inspection et de réconfort auprès de plus de 665 réfugiés congolais vivant au camp de Doukoui, situé à 580 km au nord de Gaborone. Ces derniers ont fui
les violences liées à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. À 580 km au nord de Gaborone, le camp de Dukwi sort de son silence. Ici, près de 600 ressortissants congolais, dont la plupart ont fui les affres de l'agression dans l'est de la RDC, vivent depuis 2 années dans une précarité administrative et sociale préoccupante. Après des échanges fructueux avec le vice-ministre botswanais de la Justice, Augustine Nyatanga, sur la sécurité juridique et la dignité humaine, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC, représentant permanent auprès de la SADC, Patrick Mutombo Kambila, lance l'opération d'identification formelle et écoute différentes doléances. Accompagné de Joseph Lukusa Bakampenda, figure respectée du camp, l'ambassadeur Patrick Mutombo Kambila effectue une visite d'inspection, mais aussi réconfort porté par un message clair du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo: la République n'oublie aucun de ses fils. Chargé de cette mission donc par la haute hiérarchie, à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous sommes rendus à Dukwi et nous avons trouvé qu'il y a plus de 665 réfugiés congolais. Nous leur avons aussi demandé de respecter les lois internationales qui régulent le statut des réfugiés. Nous allons, dans les jours à venir, avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et tous les autres services compétents, refaire ce déplacement afin de procéder avec le gouvernement de Botswana à l'identification de tous ces réfugiés, qu'ils puissent bénéficier de notre protection consulaire. Au-delà du réconfort où une solution structurelle se dessine, la mise en œuvre de l'accord tripartite RDC-HCR-Botswana pour régulariser la situation de ces réfugiés congolais. Que faire pour que les femmes d'aujourd'hui transforment le monde de demain? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du mois dédié à la femme. Nous avons tendu notre micro à quelques étudiantes qui estiment que les futures femmes qu'elles sont doivent adopter un comportement et des attitudes responsables pour pouvoir transformer le monde de demain. Elles estiment aussi qu'avant tout, il faut tenir compte de l'habillement. On les écoute au micro de Salomé Kadima. Les femmes, il faut vraiment qu'on se respecte. Il faut vraiment s'y respecter. Lorsqu'on voit une fille, on regarde d'abord son habillement. Les femmes doivent s'habiller décemment. Les femmes ne peuvent pas s'habiller n'importe comment, encore moins les femmes mariées. Il faut se respecter et se valoriser. Juste parce que les autres l'ont acheté. Les filles doivent apprendre à agir comme les femmes de demain. Nos actions d'aujourd'hui définissent ce que nous serons demain. Et aussi, en tant que chrétiens, notre comportement doit être différent. On ne peut pas se comporter comme tous les autres. En tant que chrétien, on a un comportement bizarre. Clôture jeudi 5 mars du premier colloque international de la faculté d'économie et de développement de l'Université catholique au Congo. Des assises auxquelles a pris activement part la Direction générale des impôts. Les débats ont tourné autour du thème principal: politique de stabilisation, croissance inclusive et développement durable en Afrique. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Reportage Sarah Mangonda et Glody Maïma. Parmi les recommandations issues des travaux du premier colloque international de la faculté d'économie et de développement de l'Université catholique du Congo figure notamment l'amélioration de la coordination des politiques macroéconomiques et les renforcements de capacités institutionnelles pour lutter contre les chocs économiques par les politiques d'inclusion, ainsi que la promotion de l'emploi décent, le développement de stratégies visant à réduire les inégalités économiques et sociales. Joseph Moto, coordonnateur des assises, donne des détails à ses propos. Les participants ont recommandé de renforcer les politiques d'inclusion, de promouvoir l'emploi décent et de développer des stratégies visant à réduire les inégalités économiques et sociales. Les participants ont identifié des leviers d'action pour un capitalisme assaini, des industries culturelles
formel pour l'autonomisation des femmes entrepreneuriales. Faisant la présentation de la déclaration finale au terme de 3 jours, des réflexions intenses marquées par des échanges riches et l'engagement collectif, le professeur Ngala Mouloumé a souligné que les participants ont reconnu l'importance des politiques de stabilisation pour la résilience des économies africaines et pour la promotion d'une croissance inclusive et durable. Les interventions et communications présentées ont mis en évidence la nécessité d'élaborer des stratégies économiques systémiques, intégrées, prenant en compte la complexité et la diversité des contextes nationaux ainsi que les défis mondiaux actuels. C'est tout sur la gouvernance économique et les institutions. Le colloque a mis en exergue le rôle déterminant des institutions publiques et financières dans la mise en œuvre efficace des politiques de stabilisation. La qualité des institutions se traduisant par des indicateurs de transparence, de responsabilité, de discipline fiscale et d'inclusion sociale a été identifiée comme le pilier essentiel et indispensable pour renforcer la confiance et la résilience économique. Il convient de signaler que la Direction générale des impôts a pris part active à ces grands rendez-vous scientifiques organisés durant 3 jours autour du thème « Politique, déstabilisation, croissance inclusive et développement durable en Afrique » qui a chuté sur la remise de brevets aux participants. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP, déjà opérationnelle dans la province de Lomami pour la prise en charge sanitaire des professionnels de la CRE. La cérémonie de lancement de ces activités s'est déroulée à Cabinda, chef-lieu de la province, en présence des autorités politico-administratives, des responsables du secteur éducatif ainsi que des représentants syndicaux des enseignants. Reportage. Dans son mot de circonstance devant une assistance multicolore, à l'occasion de cette cérémonie de lancement des activités de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP dans la province de Lomami, la secrétaire exécutive nationale et représentante du PCA de la MESP, la révérende sœur Marie-Faustine Beloko, a indiqué que cette activité constitue une étape décisive dans la protection sociale des enseignants. Elle a salué les efforts des autorités provinciales qui ont multiplié les démarches pour rendre la mutuelle effective à Lomami. De manière spéciale, nous exprimons notre gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa ferme volonté d'assurer un meilleur social à toute la population congolaise à travers la couverture santé universelle et sa quête perpétuelle du bien-être de l'enseignant congolais. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST, mutuelle agréée, s'est donné une vocation depuis sa création, la prise en charge médicale de qualité de ses affiliés en vue de promouvoir la solidarité, l'entraide et de garantir une protection sociale durable et équitable à ces derniers. Procédant au lancement proprement dit, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de Lomami, Célestin Kayembe, a salué le travail effectué par la mutuelle qui vise à faciliter l'accès aux soins médicaux aux enseignants de sa juridiction. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement provincial à soutenir toute initiative visant l'amélioration des conditions de travail enseignants, la promotion de la couverture santé, le renforcement du bien-être social des agents publics. Que cette mutuelle soit un instrument de solidarité, de protection, de dignité pour tous les enseignants de notre province. Il y a lieu de souligner que selon les statistiques présentées lors de la cérémonie, la province de Lomami compte 19 190 enseignants, dont
11 405 dans la ville de Cabinda, chef-lieu de la 16e province de la République démocratique du Congo. Grande échéance fiscale 2026, sensibiliser les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle sur les paiements de l'impôt foncier exercice 2026 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2026 revenus 2025 dans la ville de Kinshasa. Voilà le mobile de la matinée fiscale animée ce jeudi 5 mars 2026. Conjointement par le ministre provincial des Finances, Économie et du Numérique, Magloire Kabimba, le chargé des missions de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK et l'administrateur délégué de la FEC Thierry Ngoy Kazembe. Cédric Bachala et Gérodingo Manoussim ce reportage. Ils ont été attentifs et sereins, suivant religieusement cet échange destiné aux membres de la FEC, axé sur les paiements des différents impôts, notamment l'impôt foncier, exercice 2026, et l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2026 à revenu 2025, à payer uniquement dans les banques partenaires de la DGRK. Un objectif sur lequel a énormément martelé les chargés des missions de la DGRK, Gérard Kajakamboa. Cette réforme que nous mettons en place, aussi grâce au système que nous allons vous présenter, il permet à la CIGETI désormais d'effectuer sa déclaration fiscale directement depuis son bureau, son ordinateur ou son téléphone Android, sans avoir nécessairement la nécessité de se déplacer pour les bureaux de l'administration. La plateforme permet également de procéder au paiement des obligations fiscales à travers plusieurs moyens modernes et sécurisés, paiement bancaire, carte bancaire, monnaie, mobile monnaie ou encore des paiements en espèces pour ceux qui les souhaitent, mais bien sécurisés. Au-delà de la simplicité, l'un des apports majeurs de ce système est la transparence. Chaque assujetti peut désormais accéder en temps réel à son compte courant fiscal, consulter l'historique de ses opérations et recevoir des notifications concernant les obligations fiscales. En d'autres termes, le contribuable fait désormais face à une administration fiscale numérique, traçable et transparente. L'occasion faisant le larron, Gérard Kajakamboa a mis un accent d'honneur sur les différentes innovations apportées par sa régie financière en faveur des assujettis quinois. L'un des objectifs majeurs de cette réforme est également réduire les contentieux fiscaux. Nous savons tous que les litiges administratifs et judiciaires coûtent cher, ainsi bien pour l'administration qu'aux entreprises. Dans les nombreux des cas, ces contentieux naissent simplement d'une mauvaise interprétation des textes ou des manques d'informations. La digitalisation permet justement d'introduire davantage de clarté, d'uniformité et de traçabilité dans l'application de la réglementation fiscale. Notre ambition est simple, passer d'une relation parfois conflictuelle à une relation de confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. De son côté, le ministre provincial des Finances, Économie et du Numérique, Magloire Kabimba, a rappelé l'utilité du paiement des impôts, un levier majeur qui permet à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Cet échange, passé dans une ambiance bon enfant, s'est soldé par un jeu de questions-réponses entre les membres de la FEC, les chargés des missions de la DGRK et les ministres provinciaux de Finances, Économie et du Numérique. Les fonds de promotion de l'industrie FPI ne se lassent pas de son engagement en faveur du développement des infrastructures sociales dans les provinces. Voilà au moins ce qu'il faut retenir de l'audience que le directeur général de cet établissement public, Hervé Claude Toumba Batoukonké, a accordé mardi 4 mars au gouverneur du Kasaï oriental Jean-Paul Mbouéboua Kapo, qu'accompagnait Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga, évêque du diocèse de Mbujimayi. Au cœur de leurs échanges, l'état d'avancement des infrastructures scolaires et sanitaires financées par l'institution dans la ville de Mbujimayi, capitale du Kasaï oriental. Suivez. Monsieur le gouverneur, comment ça va?
À Kinshasa, le Fonds de promotion de l'industrie poursuit son engagement en faveur du développement des infrastructures sociales dans les provinces. Le directeur général du FPI, Hervé-Claude Ntumba Batukonke, a accordé ce mardi 4 mars 2026 une audience au gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouemboa Kapo. Ce dernier était accompagné de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Au cœur des échanges, l'état d'avancement des infrastructures scolaires et sanitaires financées par le FPI dans la ville de Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier. Au même moment, une mission officielle du FPI séjourne dans la ville diamantaire. Conduite par le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindois, cette mission a pour objectif d'évaluer sur le terrain l'évolution des travaux et d'identifier les solutions nécessaires pour accélérer leur finalisation. Face au directeur général du FPI, le gouverneur Mbouemboa Kapo a transmis les attentes et les espoirs de la population de Mbuji-Mayi. Les habitants souhaitent voir ces infrastructures essentielles pour l'éducation et la santé être achevées dans les meilleurs délais afin de renforcer l'offre de services sociaux dans la province. En réponse, le directeur général Hervé-Claude Batukonke a réaffirmé la détermination du Fonds de promotion de l'industrie à mener ces projets à leur terme. Il a assuré que les travaux connaissent actuellement une nouvelle dynamique, malgré les retards enregistrés par le passé, notamment en raison des difficultés logistiques et de l'enclavement de la ville de Mbuji-Mayi. Selon lui, la mission d'évaluation déployée sur place constitue précisément une étape décisive pour relancer efficacement les chantiers et garantir leur achèvement dans les prochains jours. Nous avons reçu effectivement l'invitation. Je n'étais pas seul, j'étais avec Monseigneur l'évêque de chez nous, du diocèse de Mbuji-Mayi. Comme nous étions tous sur place, le DGA est en Mbuji-Mayi, nous avons dit nous faisons d'une pierre deux coups. Quand nous sommes là deux, nous pouvons rencontrer le DG et parler de vive voix avec les différents projets qui sont exécutés chez nous et financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons échangé avec lui sur le projet de Chipuka, là où il y a la centrale photovoltaïque, de l'évolution des travaux, notamment à l'école Kalinda Moudichi et à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Donc, il prend seulement les choses à cœur et bientôt ils nous ont promis, en tout cas pour le moment, il sera pratique. Il va travailler avec les entreprises pour l'avancement rapide de tous ces travaux. Une perspective qui semble rassurer les autorités provinciales. À l'issue de l'audience, le gouverneur du Kasaï oriental s'est déclaré satisfait de cet échange avec la direction générale du FPI, se disant convaincu de la volonté de l'institution d'accompagner concrètement la relance de ces projets structurants pour la province. Il est impératif de remercier ceux qui se distinguent dans la défense des droits des travailleurs. À la Direction générale des douanes et accises DGD en sigle, dirigée par le DG Bernard Kabessé Moussangou, c'était le tour de l'ancien président de la délégation nationale syndicale, Désiré Narcisse Itegua Chiko, parti en retraite après avoir rendu des loyaux services aux cadres et agents de cette régie douanière de la RDC. La cérémonie officielle a eu lieu dimanche 1er mars 2026 à l'hôtel Royal dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Cédric Bachala et Rigen Aenaka nous en parlent. Hommage mérité sous cette forme. Pas de danse, des cadeaux, mais aussi des témoignages. C'est dans cette ambiance que l'équipe de la délégation nationale syndicale de la DGDA a rendu mémorable et inoubliable le passage du président sortant de la délégation nationale syndicale, Désiré Narcisse Itegua Chiko. Accompagné de sa femme, le défenseur national des droits des travailleurs de la DGDA a vécu de ses propres yeux les fruits d'un travail bien accompli qui n'est pas passé inaperçu auprès de ses collègues. Parti en retraite, Désiré Narcisse Itegua Chiko détient un parcours de titan depuis plusieurs années, comme le témoigne ici l'un des membres de la délégation nationale syndicale dans son discours. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la retraite bien méritée du président national, mais nous nous rendons également hommage à l'homme qu'il a été parmi nous, ce qui est très important. Le président national que nous célébrons aujourd'hui a été un acteur majeur dans
tous les combats sociaux des travailleurs. De l'OFIDA à la DGDA, il n'a jamais failli à son devoir de participer à la lutte pour défendre les droits sociaux et économiques des travailleurs et de préserver le patrimoine de l'entreprise qui constitue un bien commun. À titre d'illustration, son engagement pour la dignité et la survie des retraités de la DGDA en est un exemple. Ces ingénieuses idées, au cours de son parcours en tant que défenseur des droits socio-économiques des travailleurs, ont été également énumérées. Nous nous souvenons de son rôle déterminant lorsque l'employeur était en manque de solutions pour financer la pension complémentaire qui était suspendue auparavant sur ordre du gouvernement. Ce grand camarade que vous trouvez là s'est lancé dans des études. Il a parcouru diverses administrations publiques pour tirer profit de leur réussite en matière de financement de la retraite. Et il nous est revenu avec l'idée novatrice de créer la caisse d'épargne salariale qui fonctionne aujourd'hui à la satisfaction de tous les partenaires. Nous saisissons donc cette occasion, Monsieur le Président, pour vous assurer, chers camarades, que votre rôle essentiel auprès de la masse laborieuse et du patronat a été un élément catalyseur à la stabilité de la douane congolaise. Ce rôle a permis d'importantes réformes sociales, entraînant une mobilisation accrue de recettes du trésor public afin de fournir à l'État congolais les ressources nécessaires à son fonctionnement. À la tête de cette délégation nationale syndicale depuis 2009, Désiré Narcisse Itegwachiko a, dans ce mot, reconnu les niveaux de confiance et collaboration bénéficiés de la part de ses collègues pendant son quinquennat. J'ai bénéficié de la confiance et de la collaboration de toute la communauté syndicale et de l'ensemble des cadres et agents. Partant de cette base, nous avons ensemble produit des résultats que vous connaissez. Vous les avez évoqués en passant. Camarades, mesdames et messieurs, je rappelle une fois de plus que des combats et des luttes ont été menés sur plusieurs fronts. Certains ont été remportés, d'autres sont en cours de négociation. Comme je le disais à travers mon dernier message adressé à la délégation syndicale il y a 2 semaines, au cours de ces années de lutte, sous l'encadrement de l'intersyndicale, nous avons eu le privilège de représenter les intérêts du personnel, de défendre leurs droits et de contribuer avec toutes et tous au renforcement du dialogue social au sein de notre administration. Cette cérémonie, faut-il le souligner, vient certifier les niveaux de collaboration sociale entre la DGDA, dirigée par Bernard Kabese Moussangou, les cadres et agents, ainsi que la délégation nationale syndicale, question de mettre au centre de tout l'intérêt du travailleur de cette régie douanière. L'inspecteur général des finances, Christophe Bitassi-Mouabayi, a procédé le lundi 2 mars au lancement des formations continues des renforcements des capacités des agents et cadres de l'administration de l'inspection générale des finances à l'école nationale de l'administration ENA et à l'école nationale des finances ENEF en sigle. D'autres détails dans ces reportages de Vanessa Makwebo. Je déclare lancer cette session de formation continue des agents et cadres de l'administration de l'inspection générale des finances. L'inspection générale de finances s'élance dans un vaste programme de formation de ses agents et cadres. Ce lundi, le chef de service de l'inspection générale de finances a procédé au lancement simultané de 2 sessions de renforcement de capacité à l'école nationale de l'administration ENA et à l'école nationale des finances ENEF. Plus de 500 agents et cadres de l'IGF sont concernés par ces programmes qui visent à préparer l'administration de l'inspection générale de finances à une mutation numérique et la maîtrise de l'éthique d'un agent public de l'État.
Les patrons de l'IGF, Christophe Bita-Simon, voudraient s'assurer de la montée en compétence de chaque collaborateur en vue d'atteindre la performance attendue de l'administration par le chef de l'État. Cette formation est d'autant plus importante que, selon la vision du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, l'administration publique doit être performante. Elle est l'épine dorsale d'un État que nous voulons performant, et qui dit administration dit d'abord ses acteurs. Ce sont les fonctionnaires qui sont les gens qui agissent au nom de l'État. L'État ne sera performant que si ses agents sont performants. Les partenaires étatiques de l'inspection générale des finances sont conscients du challenge qui les attend, comme l'ont relevé tour à tour les directeurs généraux de l'ENA et de l'ENEF. Nous allons mettre en œuvre notre ingénierie pédagogique pour garantir une formation de qualité. Nous pensons que je l'ai dit dans mon discours que l'inspection générale des finances a fait le bon choix. Et nous croyons qu'ils ne seront pas déçus. Et parce que nous avons des formateurs ici, des Congolais, mais qui n'ont pas été mis au travail. Ils sont au travail dorénavant à l'école et l'inspection générale des finances va profiter de cette compétence-là. Il convient de noter que ce programme des formations s'étend sur toute l'année, mais pour cette première série, les formations se clôtureront au mois de mai. Prenez connaissance de ce communiqué conjoint Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et de participation des GIRAD et la Direction générale du cadastre minier CAMI. Communiqué officiel numéro REF CAMI DG 006/2026,05 02 DGRAD DG 2026. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, en sigle, et la Direction générale du cadastre minier, CAMI, en sigle, informe les titulaires de droits miniers et ou des carrières que des notes de débit et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2026 sont disponibles au guichet du CAMI situé 2 points à Kinshasa, au croisement des avenues Mpolo Maurice et Kassavubu dans la commune de la Gombe. À Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kampemba. À Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso. À Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires ou leurs mandataires munis d'une procuration sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars 2026, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, les CAMI se réservent le droit d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, nous rappelons que, conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité des droits miniers et ou des carrières est notamment subordonné au paiement de 100% de droits superficiaires annuels. Fait à Kinshasa le 5 février 2026 pour les CAMI, pour le directeur général en mission Jacques Mouyumbandoboula, directeur général adjoint, pour la DGRAD Étienne Ochudi-Lutula, directeur général. C'est la fin de cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.